Je voudrais répondre sur cette question précise. Nous avons un de nos clients, le groupe Bostoun à Gand, qui est un constructeur de villas individuelles, qui a décidé de faire passer toute sa construction de villas individuelles au passif, à la construction passive, parce qu'il en est arrivé à la conclusion que sur une échéance 10, 20, 30 ans, qui sont les horizons de temps sur lesquels travaille leur société, il n'y a qu'en intégrant la dimension passive et en réduisant de façon importante les coûts futurs certains de l'énergie que les familles vers lesquelles ils s'adressent traditionnellement pourraient encore acquérir des maisons unifamiliales. Donc, il a complètement transformé le paradigme dont vous parlez et qu'on entend de temps en temps, à savoir, il vaut mieux ne pas dire que c'est un produit bio parce que ça risque d'être perçu comme étant plus cher. Lui a retourné le paradigme en disant, il faut que je sois capable de construire du passif au prix du traditionnel. Et il y arrive. C'est un processus qui prend un certain nombre d'années, mais il y arrive, et il y arrive parce qu'il est convaincu qu'il est indispensable d'y arriver. Et je crois que c'est le défi auquel toute une série d'entreprises sont confrontées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vivre dans un monde clos, dans un monde qu'on ne peut pas consommer 5-6 fois parce que sinon la pérennité de l'entreprise elle-même risque de se retrouver en problème, et qu'il va falloir inventer de nouveaux modes de consommation et de nouveaux modes de production. Mag ik vragen wat uw persoonlijke drijfveer is in deze manier van zaken doen? Wat was uw uitgangspunt eigenlijk? Ik geloof pertinent dat duurzaam ondernemen de enige manier is om op lange termijn een succesvol bedrijf uit te bouwen. 10, 20 jaar geleden werd er gezegd van ja, de groene economie of duurzaam, dat is niet rendabel, dat is niet business-wise. Ik ben volledig akkoord met Philippe dat wij er zijn om profit te genereren. Maar ik denk vandaag dat profit naast planeet, naast people zo belangrijk is. En zoals ik daar straks zei, het zijn toekomstbedrijven die daarmee aan de gang gaan, die er morgen ook zullen zijn. Dus ik ben daar vast van overtuigd. Michel Breemans, u bent nu aanwezig uiteraard bij ons, maar ook in Groot-Brittannië, in de Verenigde Staten enzovoort. Stelt u daar op die verschillende markten diezelfde evolutie vast? Of zijn daar verschillen in en wat kunnen we daaruit leren? Er zijn wel verschillen tussen de markten waar we aanwezig zijn. Vaak zijn dat ook culturele verschillen die te maken hebben met de manier waarop mensen met hygiëne, want uiteindelijk wassen en reinigen is ook iets dat bij hygiëne hoort, hoe mensen met hygiëne omgaan. Dus daar zijn inderdaad wel culturele verschillen. Maar over het algemeen, wat de trend betreft, herken je die trend toch wel in alle markten waar wij vandaag aanwezig zijn, dat er meer en meer interesse is naar ecologische producten, naar duurzame producten. Oké, we hebben nog een paar minuten over voor dit panel. Uw gelegenheid om de vragen te stellen of de opmerkingen te maken die we nog niet hebben gehoord. Is there anything that you had as a question when you arrived here around noontime, to which you have not received an answer? Okay, one question that has not received an answer yet, and so we'll make sure that it gets answered. Brigitte, Udo. Oui, voilà, je voulais demander aux 3 entreprises qui sont présentes et que j'ai le plaisir d'assez bien connaître, de mettre en avant les particularités que vous avez dans vos relations avec vos fournisseurs et pour Triodos avec vos clients, ou en tout cas les projets dans lesquels vous investissez, qui je pense sont elles aussi déjà partie de votre philosophie et de votre culture et qui sont peut-être différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs. Oui. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, puisque vous dites que vous les connaissez bien, vous êtes à l'ICHEC et vous avez... Et j'enseigne les matières de gestion durable. Voilà. Allez-y. Wat onze leveranciers betreft, we hebben met hen een programma dat erop gericht is om ook hen te betrekken in ons streven naar duurzaamheid. Dus we gaan niet alleen onze leveranciers zorgvuldig proberen te kiezen, maar ze gaan ze ook regelmatig terugscreenen. Dus de belangrijkste 100 leveranciers van het bedrijf worden elk jaar gescreend. En wordt mee gepraat welke projecten er eventueel kunnen ontwikkeld worden. Natuurlijk, we moeten ook realist zijn. We zijn een klein bedrijf in onze sector. En wij hebben niet altijd een enorme impact op leveranciers die vaak veel grotere bedrijven zijn dan wij. Maar de interesse en de aandacht groeit wel. Oké, votre question s'adressait à tout... Oui, trois, allez-y. Brigitte, c'est vrai qu'on se connaît très bien parce qu'effectivement, on a travaillé sur des projets ensemble.
Maintenant, en ce qui concerne les fournisseurs, et je vais prendre un exemple de nos fèves de soja. Nos fèves de soja viennent du monde entier, viennent du Canada, du Brésil, de la Chine, de la Hongrie, de l'Italie. En ce qui concerne, par exemple, nos fournisseurs de fèves de soja au Brésil, nous travaillons directement avec les paysans. Donc, nous avons un partnership avec des petits paysans qui font une fève qui est non génétiquement modifiée. Nous les assistons à vivre au fond et passer d'une culture à une autre. Nous avons construit des écoles avec eux et donc nous essayons de faire un partnership avec des gens parce que je crois qu'effectivement, ce n'est pas seulement bien de faire du sustainable development et d'avoir cette société ici en Europe, mais nos fournisseurs dans le monde entier doivent quelque part profiter de ce boom de l'alimentation à base de protéines végétales et de là qu'on essaie de faire vraiment des partnerships avec des gens qui veulent vraiment nous aider à construire ça et d'autre part nous les aidons à avoir un train de vie un peu plus supérieur à ce qu'ils auraient d'habitude. Donc les écoles ont fourni des ingénieurs aussi pour aider à améliorer leur culture, quoi. D'accord. Olivier Marquet, la même question. La matière première d'une banque, c'est l'argent. Donc nos fournisseurs principaux, ce sont nos 45 000 épargnants qui déposent chacun en moyenne 20 à 30 000 euros chez nous et qui le font non pas parce qu'on offrirait des taux extraordinairement élevés, on offre les taux du marché, mais parce que nous leur donnons la conviction et la certitude que leur argent sera utilisé au développement de projets à valeur ajoutée sociétale. Et c'est ça qui leur importe et nous sommes d'une transparence absolue en la matière puisque nous publions la totalité des crédits que nous accordons et vous avez même actuellement un site internet sur lequel vous pouvez trouver sur un Google Maps l'ensemble des entreprises que nous avons financées en Europe à travers les 5 sièges de Triodos en Europe. Alors, au niveau, et c'était ça la question de Brigitte, je crois, au niveau de l'utilisation qui est faite de cet argent, nous avons des critères très stricts sur le type d'entreprise et le type de crédit que nous sommes prêts à accorder. C'est-à-dire que, très évidemment, il faut qu'ils s'inscrivent dans le développement durable, dans le social, le culturel ou l'environnemental, mais nous allons très loin dans l'analyse des projets pour savoir s'ils ont véritablement une valeur innovante. Nos moyens, on a quelques 3 milliards d'euros à investir en crédit, mais néanmoins, nous voulons être essentiellement dans les projets innovants dans les secteurs dans lesquels nous sommes actifs. Et alors, on veut aussi que ces projets soient entièrement cohérents au niveau du développement durable. Je vais donner un exemple. On nous a proposé de financer à Ostende un projet de biomasse qui devait brûler des huiles usées pour générer de l'électricité. Seulement, après étude, il s'est avéré très rapidement que les huiles usées disponibles sur le marché belge étaient insuffisantes, ou du moins ne pouvaient pas subvenir à tous les besoins de ce projet. Et on a posé la question de savoir où allez-vous trouver les huiles complémentaires dont vous avez besoin. On a répondu, on en importera, on achètera de l'huile de palme. Or, quand on sait où l'huile de palme est produite, elle est produite en Indonésie, en supprimant des forêts vierges, et on connaît l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore là-bas. Et donc, nous avons dit, désolé, c'est un beau projet peut-être, c'était un de nos très gros clients en matière d'énergie, et nous avons financé par ailleurs, et après, d'autres projets avec lui, mais ce projet spécifique-là, nous ne désirons pas le financer parce qu'il nous semble pas entièrement cohérent au niveau du développement durable. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, même si vous l'avez dit, vous faites partie d'un groupe américain, etc., vos unités, vos entreprises n'ont pas encore les dimensions d'IBM, de Siemens, etc. Alors, pour y arriver, forcément, vous allez devoir convaincre plus de consommateurs, plus de citoyens. Comment y arriver? Convaincre, c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a 80% du soja mondial qui est employé pour l'alimentation bétail. On emploie très peu de fèves de soja pour l'alimentation humaine. Si on ferait ça, je crois qu'on épargnerait beaucoup d'électricité, de CO2, beaucoup d'eau et beaucoup de pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens ici dans la salle sont convaincus que le soja, donc les produits à l'alimentation de base de soja, est très bon pour l'humain. Et d'autre part, je tiens à dire que le goût des produits à base de soja aujourd'hui a terriblement amélioré. J'avais à table l'ex-madame Philippe van der Moortele, qui était pionnière
quelque part du soja, qui a essayé dans ses cuisines. Elle me disait, dans le temps, c'était vraiment très mauvais, Bernard.